Notre première affaire nous conduit aux États-Unis, en banlieue de la ville d'Atlanta. La ville se situe dans l'État de Géorgie, dans le sud-est du pays. C'est une grande métropole américaine, et c'est donc ici que se déroule notre histoire, en 2022 plus précisément. Susana Morales est une adolescente de 16 ans. Elle a une sœur aînée du nom de Jasmine. Susana est une adolescente sociable qui s'entend très bien avec sa famille. Elle aime sortir et profiter de la vie avec ses amis. Le 26 juillet 2022, Susana souhaite rendre visite à un ami qui vit non loin de chez elle, dans le complexe d'appartements de Sterling Glen. Elle quitte la maison vers 18 h et fait le trajet à pied. L'adolescente reste quelques heures sur place avant de s'en aller vers 22 h. Elle a envoyé un message à sa mère un peu plus tôt, renseignant qu'elle serait de retour pour 21 h 40. Mais malheureusement, la jeune fille ne rentrera jamais à son domicile. Ses parents attendent son retour, lui envoient des messages et restent sans nouvelles pendant toute la nuit. Comme Susana ne se manifeste toujours pas, ils signalent sa disparition à la police. Mais là, les autorités ne sont pas vraiment réceptives à l'inquiétude des proches de la jeune fille. Pour la police, l'adolescente doit être chez son ami, ou sinon, elle a traîné sur le chemin du retour et est tombée sur une autre connaissance. Pour eux, Susana ne va pas tarder à rentrer, c'était une question de temps. Si elle ne se présente pas à la maison d'ici 2 jours, les recherches pourront alors débuter. Alors ici, je m'arrête une minute parce que c'est vraiment très grave, je trouve. Tu vois des parents inquiets débarquer au commissariat parlant de leur fille disparue et toi, tu ne fais rien. La police ne prend pas du tout au sérieux cette disparition et je vous avoue, je trouve ça choquant. Je vous jure, mais désolé, mais c'est quand on en a le plus besoin qu'ils ne sont pas là. J'en fais pas une généralité, mais là, c'est trop quoi. Je veux pas mettre tout le monde dans le même sac et dire que la police ne fait pas son travail et est médiocre. Mais à force d'avoir traité de multiples affaires, je peux vous dire que ça arrive souvent malheureusement. Ici, clairement, la police ne fait pas son travail en temps et en heure. Et voir cette indifférence, c'est troublant. On sait tous que lorsqu'une personne disparaît, chaque minute compte. Il faut agir le plus vite possible. Enfin bref, les parents de la jeune fille n'ont pas d'autre choix que d'attendre le retour de Susana. Il se rapproche de ses amis dans l'espoir d'avoir enfin de ses nouvelles. Mais les jours passent et Susana ne rentrera pas à la maison. Après 2 jours, les premières recherches se mettent enfin en place. Les policiers doivent retracer le parcours que la jeune fille a emprunté le soir de sa disparition. Si l'adolescente assurait à sa mère qu'elle rentrerait à la maison pour 21 h 40, son téléphone bornait toujours au niveau de la résidence de son ami dans la demi-heure suivante. Ici, on ne va pas la blâmer, je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà fait ça. Prévenir ses parents qu'on rentre et finalement on fait autre chose. On ne voit pas le temps passer et on rentre finalement plus tard à la maison. Ça ne part pas d'une mauvaise intention, c'est juste l'adolescence, tu t'en rends pas forcément compte. À cet âge, on se cherche un peu et on teste souvent les limites qu'on nous impose. Cependant, entre 22 h 07 et 22 h 21, le téléphone de la jeune fille est retracé sur Singleton Road depuis Windscape Village Lane. Les enquêteurs ont trouvé des vidéosurveillances montrant l'adolescente sur le chemin de chez elle. Mais il n'est pas certain que Susana ait fait toute la route à pied. Les policiers supposent qu'elle se trouvait dans un véhicule à un moment donné. Entre 22 h 21 et 22 h 26, Susana se trouvait entre Oaklock Trace et le boulevard Steve Reynolds. Le portable de l'adolescente n'est ensuite plus retracé. L'appareil n'avait peut-être plus de batterie, ou sinon il a été éteint volontairement. Le 6 février 2023, un promeneur fait une macabre découverte et téléphone à la police directement. Il a repéré des traces humaines à proximité de la route 316, dans un bois près d'un ruisseau. Une arme à feu se trouve juste à côté du corps en décomposition. La scène n'est qu'à quelques kilomètres seulement de l'endroit où Susana Morales a disparu. La police souhaite rester prudente et fait appel à la famille de la disparue pour obtenir des renseignements plus personnels sur Susana. Jasmine, la sœur de Susana, indiquera par la suite sur un site de pétition en ligne que la police désirait obtenir le dossier dentaire de l'adolescente disparue ainsi que l'ADN de leur mère. Des analyses permettent d'identifier la malheureuse victime. Il s'agit de Susana Morales, disparue 6 mois auparavant. La jeune fille est décédée depuis un certain temps. Elle avait 16 ans. La famille Morales apprend la douloureuse nouvelle le 8 février. À 16 ans seulement, c'est beaucoup trop jeune pour mourir. Je comprends même pas comment tu peux donner la mort à une personne de cet âge. Faut vraiment ne pas avoir d'âme et être un vrai monstre. Et j'imagine même pas les pauvres parents qui vont apprendre la nouvelle. Pour eux, il y avait encore une lueur d'espoir de la retrouver en vie. Mais finalement, elle sera retrouvée morte dans un triste état. Les proches de la famille Morales prennent la décision d'ouvrir une pétition en ligne pour parler de l'affaire et de l'enquête qui a été menée.
La police n'a pas respecté l'article 35 du Code de loi de l'État de Géorgie. En effet, dès le signalement de la disparition de Susanna, les autorités auraient directement dû en faire part auprès des institutions et organismes locaux. L'enquête aurait dû débuter le jour même et pas 2 jours après. S'ils avaient réagi plus vite, peut-être qu'ils auraient retrouvé le corps plus rapidement. Ça aurait évité bien des souffrances à l'entourage de la victime. Un ancien officier de la police nommé Miles Bryant est mis en état d'arrestation en février 2023. L'arme retrouvée à côté du corps de Susanna n'est autre que la sienne. Dans un premier temps, les faits qui lui sont reprochés sont la dissimulation de la mort de la jeune fille et aussi pour fausse déclaration dans un crime. L'ancien agent de police a fait une fausse déclaration le lendemain de la disparition de Susana Morales. Miles Bryant a fait un rapport le 27 juillet concernant la perte de son arme personnelle. Son véhicule a été forcé et l'arme qui se trouvait à l'intérieur a été dérobée. Ici, je me demande si on parle de son arme de service ou d'une arme qu'il avait normalement chez lui. En attendant, la coïncidence serait folle. Une deuxième arme alors que l'on sait que Miles vit dans le même complexe d'appartements où Susanna a été vue pour la dernière fois. Avec toutes ces petites coïncidences, ça en disait long. Et on sait que Susanna a croisé le chemin de Miles Bryant entre 22h et 22h30. L'homme est un officier de police de 22 ans dans la municipalité de Doraville dans le secteur d'Atlanta. Il a été par le passé shérif adjoint dans le comté de Forsyth un peu plus d'1 an, de mars 2020 à mai 2021. Ici, il n'est pas admis que les deux personnes se connaissent, et on ne sait pas si Miles Bryant avait déjà aperçu Susanna auparavant. À partir de cet horaire, 22h, 22h30, les enquêteurs n'ont plus de traces de l'adolescente, mais ils supposent qu'elle était déjà morte. Miles Bryant aurait violé Susanna avant de la tuer et de jeter son corps dans un bois. Le chef de la police du comté, James McClure, fait part de cette hypothèse à la presse suite à l'arrestation du suspect. La police de Doraville fait alors une déclaration à la presse concernant les faits et les accusations portées à l'égard de Miles Bryant. Les accusations sont graves et le communiqué renseigne que Miles ne fait plus partie du service du département de police de Doraville. La ville de Doraville et son service de police coopèrent pleinement avec le département de police de Gwinnett dans son enquête sur Monsieur Bryant. Nos prières accompagnent la famille et les amis de Susana Morales et de toutes les autres personnes touchées par cette tragédie. Voici la déclaration de la police de Doraville. Et d'ailleurs, les autorités n'ont pas précisé si Miles Bryant a démissionné ou s'il a été licencié. Je vous avoue que c'est un peu le bazar pour bien comprendre la situation. L'homme n'avait pas un passé des plus tranquilles. Une ancienne camarade d'école de Bryant, Elisha Bates, se rend sur le plateau de la chaîne Fox 5 pour discuter de l'individu quelque temps après l'arrestation de ce dernier. La jeune femme de 21 ans connaît l'ancien policier depuis la 5e année, l'équivalent de la classe de CM2 en France. Ils étaient amis d'enfance, mais cette relation amicale n'a pas duré. La caméra d'un voisin aurait repéré Miles Bryant rôdant autour de sa maison. Il tentait à plusieurs reprises d'ouvrir la porte. Les images de vidéosurveillance sont diffusées alors qu'elle est sur le plateau de l'émission. Elle suppose qu'il se serait introduit chez elle au cours de l'année 2019. La porte de son appartement avait été détériorée. Suite à ça, elle a porté plainte pour effraction, mais ça n'a rien donné. Elisha Bates avait témoigné sa peur au département de police, là où Miles travaillait au moment des faits la concernant. La jeune femme suppose qu'elle aurait pu être victime de cet homme, qu'elle connaît pourtant depuis des années. Elle se dit maintenant que l'adolescente serait encore en vie aujourd'hui, si une enquête avait permis de le retrouver. L'homme avait eu juste un rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie. Cette action aurait permis à Miles Bryant de changer de comportement, et c'est là qu'il n'a plus rôdé autour de l'appartement d'Elisha. Elisha devait signaler tout nouvel harcèlement ou méfait commis par le jeune homme. Cependant, la plainte de la jeune femme n'a pas abouti par manque de pistes. Ici, on ne sait pas exactement quelle action a été prise envers le policier, mais ça devait être suffisamment important pour lui faire peur. Un agent de police pris en flagrant délit de harcèlement, ça aurait pu être terrible pour sa carrière. Donc il a juste arrêté ce qu'il était en train de faire pour qu'on ne le remarque plus. C'est là qu'on se dit qu'il n'aurait jamais dû s'en tirer aussi facilement. Si on l'avait puni pour ce qu'il avait fait avant, peut-être qu'il n'aurait jamais dépassé les limites plus tard. Enfin bref, cette enquête a pu être réouverte suite à l'arrestation de Miles Bryant. Les autorités ont découvert qu'une fenêtre de la chambre de la jeune femme a été forcée. Un motif pour effraction est ajouté à sa condamnation. Et ici encore une fois, je trouve ça étrange que cette fenêtre a été examinée que 3 ou 4 ans après les faits. Les premières personnes qui sont venues enquêter dans l'appartement d'Elisha l'ont forcément repéré. Tu peux pas rater une information aussi grosse, c'est peu probable.
Donc c'est là que je me dis, est-ce que cette information est passée sous silence pour protéger Miles Bryant? C'est la question que je me pose. Mais ça, on ne le saura jamais, je pense. Le 13 février 2023, l'adolescente est enterrée en présence de sa famille. Jasmine Morales, qui est en quelque sorte la porte-parole de la partie civile, s'exprime par rapport au sort subi par l'adolescente. Maintenant nous savons quelque chose. Nous espérons simplement que tout sera bientôt révélé. Nous aurons enfin la clôture et la justice qu'elle mérite. Par la suite, l'homme fera une demande de libération qui lui sera refusée. Des charges d'enlèvement et de meurtre sur la personne de Susana Morales sont rajoutées. Le viol de la victime a été évoqué sans que cette charge soit ajoutée aux autres éléments. La juge de la Cour suprême du comté de Gwinnett, Tamela Atkins, estime l'individu dangereux pour la société, ce qu'elle dira clairement lors de l'audience au tribunal. Le procureur en chef adjoint du comté de Brandon-Delfunt cite des éléments du dossier qui font froid dans le dos. Miles Bryant a fait une recherche sur son téléphone. Sa recherche portait sur le temps de décomposition d'un corps humain. C'est très glauque et ça ne fait que confirmer les intentions de ce meurtrier. Concernant les causes de la mort de l'adolescente, il reste encore à déterminer. Susana est morte assez rapidement suite à sa disparition et son corps est abandonné dans la foulée. La malheureuse s'est retrouvée à la merci des éléments jusqu'à ce qu'on la retrouve plusieurs mois après. Et ici, c'était compliqué pour l'expert médico-légal. Trouver la cause exacte de la mort quand il ne reste plus que des os pour enquêter, c'est très difficile. L'heure de la mort remonterait à environ 2 heures du matin. La victime a été abandonnée nue dans le bois, ce qui laisse présager une agression sexuelle dans les heures ou minutes ayant précédé sa mort. Mais les preuves ne sont pas suffisantes pour confirmer ce point. Mskina pauvre Susana. On ne saura jamais vraiment ce qui lui est arrivé les heures entourant sa mort. 4 heures où on ne sait pas ce qui s'est passé. Les parents et la sœur de Susana doivent se poser 1001 questions. Des questions qui resteront probablement sans réponse. La vérité aurait permis d'apaiser la famille et de passer à autre chose. Mais il n'en est rien. James McClure assure que le dossier contre Miles Bryant est solide. L'enquête est toujours ouverte afin de déterminer les causes de la mort de Susana. Il n'est pas exclu que le procès à venir permette de faire la lumière sur les faits. Miles Bryant est désormais accusé de meurtre et d'enlèvement sur l'adolescente. L'identification de son arme de service a permis de relier l'homme à l'affaire de disparition, depuis transformée en meurtre. Jasmine veut que les gens se rappellent de sa sœur comme une personne douce, gentille, bienveillante à l'égard des autres. Elle espère que Susana obtiendra justice rapidement. Concernant Miles Bryant, elle dira les choses suivantes. Il ne sait pas ce qu'il attend. Nous saurons tout bientôt. Tout le monde aura ce qu'il mérite au bout du compte. Si ce n'est pas ici, ce sera là-haut. La date du procès de Miles Bryant n'est à ce jour pas encore connue. L'individu restera en détention jusqu'au procès. Notre affaire se situe dans les environs de la capitale de l'Inde, plus précisément dans la ville de Noida. Arushi Talwar est née le 24 mai 1994. Elle est la fille de Nupur et Rajesh Talwar. La famille réside dans un appartement dans le quartier de Jalvayu, Vihar. Les Talwar ont une personne à leur service, un homme originaire du Népal qui se nomme Yam Prasad Benjad. Tout le monde l'appelle Emraj. Bon, concentrez-vous bien histoire de ne pas vous perdre dans cette affaire. Il y a pas mal de noms et c'est important de les avoir en tête pour la suite de notre histoire. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour comprendre toute l'affaire. Elle est juste dingue. Bref, comme je le disais, chez les Talwar, il y a un homme qu'ils appellent tous Emraj. L'homme vit avec la famille et a une chambre à sa disposition, dans l'entrée de l'appartement. Il est marié et ses proches résident au Népal. L'habitation dispose de 2 portes pour accéder à la partie habitée par les Talwar. Une porte d'entrée pour arriver dans le hall et à la chambre d'Emraj. Une sorte de grille, puis une autre menant sur la pièce de vie de la famille. Les Talwar ont également un chauffeur, Umesh Sharma, ainsi qu'une femme de ménage, Bharati Mandal, qui est employée depuis peu. Chauffeur, femme de ménage, un homme à leur service, ça sentait l'argent tout ça. Ouais, on n'a pas la même vie, ça c'est sûr. Les parents de la jeune fille exercent la profession de dentiste, ce qui fait que la famille est plutôt aisée. D'ailleurs, leurs activités professionnelles sont diversifiées. Rajesh enseigne au collège dentaire ITS de Greater Noida. Et il dirige aussi le département dentaire de l'hôpital Fortis de Noida. Sa femme travaille également dans l'établissement. Les Talwar partagent une clinique avec un autre couple de dentistes, Anita et Praful Durrani, qui vit dans la même ville. Les Durrani sont des amis proches des Talwar. Ils prennent en charge les consultations du matin, tandis que Nupur et Rajesh travaillent en général le soir. En parallèle, le couple s'occupe d'un autre cabinet. Arushi est une adolescente comme les autres,
Elle est scolarisée à l'école publique de Delhi. Elle passe énormément de temps sur internet et aime sortir avec ses amis. La jeune fille écoute de la musique et apprécie la lecture. Elle a notamment la saga Harry Potter et le journal d'Anne Frank dans sa bibliothèque. Franchement, elle a du goût. Et faut se le dire, Harry Potter, c'est incroyable. Et bientôt, je veux rien savoir, je vais me faire un marathon Harry Potter avec plein de bouffe et je vais bien profiter. Ouais, parce que cette saga, elle se savoure. Wingardium Leviosa. Bon, j'arrête de me dissiper et je reprends notre histoire. Comme je le disais, elle a du goût. Et surtout, Haruhi est une bonne élève, sans histoire, qui fait la fierté de ses parents. Le 16 mai 2008, Nupur Talwar est réveillée brusquement. La mère de famille a entendu la sonnette de l'appartement plusieurs fois. Elle se demande ce qui se passe. D'habitude, Emraj s'occupe de tout pendant qu'elle dort. Il est dans l'appartement, donc elle ne comprend pas pourquoi personne n'ouvre la porte. Elle sort de son lit et il est environ 6 heures du matin. Rachesh est toujours endormi. Nupur arrive au niveau de la porte d'entrée et constate que c'est la femme de ménage qui attend d'être invitée à entrer. Elle ne peut malheureusement pas ouvrir la porte, car celle-ci est verrouillée de l'extérieur. Les deux femmes se parlent au travers de la grille, séparant le lieu de vie des Talwar de la partie réservée à Emraj. Cette dernière semble fermée d'après ce que j'ai compris, donc il ne pouvait même pas passer. Nupur questionne Bharati, afin de savoir où se trouve l'employé de la maison, mais la femme de ménage ne sait rien. Nupur suppose que l'homme est sorti pour faire quelques courses. Elle demande alors à Bharati d'attendre son retour, afin de pouvoir entrer dans l'appartement. La résidente de l'appartement ne peut pas venir ouvrir, car la porte est fermée de l'extérieur. Elle invite Bharati à patienter le temps qu'Emraj revienne, mais l'employé refuse et demande à Nupur de lui faire parvenir les clés par le balcon. Cette dernière s'exécute, et Nupur décide ensuite d'appeler Emraj. Dans leur maison, de ce que j'ai compris, c'était un putain de bourbier. Entre ouvrir les portes, avoir la clé, attendre la personne, enfin, c'est n'importe quoi. Et parfois, faut pas chercher à comprendre. Les gens, ils aiment trop faire compliqué. Enfin bref. Donc comme je le disais, Nupur décide d'appeler Emraj qui est absent. Le premier appel va échouer. Et quand elle va recommencer, elle tombera directement sur sa messagerie. Le portable de l'homme semble avoir été coupé entre-temps. Nupur rejoint le balcon et Bharati doit insister encore une fois pour recevoir les clés et pouvoir enfin rentrer chez les Talwar pour faire son travail. Nupur s'exécute. Rachesh, le père, quant à lui, se présente enfin dans le salon. Il remarque une bouteille de whisky bien entamée sur la table, ainsi que de petites taches rouges. Il se rapproche de sa femme afin de lui demander pourquoi une bouteille d'alcool est sortie. L'homme a un mauvais pressentiment et se dirige vers la chambre de sa fille. En avançant vers là-bas, il remarque que la porte de la pièce est ouverte. Haruhi est retrouvée morte, allongée sur son lit. Le père de famille hurle, tandis que sa femme, sous le choc, est incapable de parler. Bharati est loin de se rendre compte de ce qui se passe dans l'appartement. Elle revient au niveau de la porte et constate qu'elle n'est pas verrouillée à clé. La grille qui sépare la porte d'entrée de l'appartement et la porte menant à la pièce à vivre sont juste fermées. La femme de ménage découvre le couple Talwar en pleurs. Dès qu'elle rentre dans la pièce, elle entend « Regardez ce qu'Emraj a fait ». Regardez ce qu'Emraj a fait. C'est ce que vont dire les parents à la femme de ménage. Bharati se rapproche et se retrouve confronté à la même vision d'horreur que ses employeurs. Haruhi apparaît presque endormi, à l'exception de sa plaie béante au cou. Le corps de la jeune fille a été recouvert d'une couverture, que sa mère tire un peu plus afin de le dissimuler. Le couple Talwar est persuadé qu'Emraj est le coupable. Ils ne vont pas hésiter à le dire en présence de Bharati, la femme de ménage. Cette dernière se rend auprès des voisins afin de les alerter et demander de l'aide. La femme de ménage quitte l'appartement après être revenue auprès de ses employeurs. Nupur et Rachesh prennent contact avec leur famille et leurs amis. Punesh Rei Tandon, un homme qui vit dans l'appartement juste en dessous des Talwar, prévient le garde de sécurité du bâtiment dans le but qu'ils appellent la police. Les premiers agents qui se présentent à l'appartement des Talwar découvrent une vingtaine de personnes sur les lieux. Seule la chambre d'Haruhi n'est pas envahie par les invités. Cependant, les enquêteurs constatent que plusieurs personnes sont entrées et qu'ils ont contaminé la scène du crime. Un total de 28 ADN est relevé dans la pièce. Les parents de la victime sont entendus par la police. Ils racontent le déroulé de la journée de la veille et les derniers moments qu'ils ont passés avec leur fille. Nupur raconte que sa fille lisait tranquillement ce soir-là, avant de s'endormir, et que rien ne laissait présager une telle situation. Rachesh, le père de famille, souhaite porter plainte contre Emraj. Il estime qu'il est responsable de la mort d'Haruhi. L'employé de maison ayant disparu subitement, c'était évident pour le père. Pour lui, c'était sûr, c'était lui, le criminel. Il pense que l'homme est retourné au Népal
et il invite les policiers à se rendre dans son village natal. Il est prêt à leur offrir une récompense de 25 000 roupies, ce qui représente environ 270 €. Les parents parlent également de la bouteille de whisky, retrouvée sur la table du salon le matin même. Ils supposent que Emraj a bu après que la famille soit partie se coucher. Avec l'alcool, son comportement a dû changer, et voyant que la chambre d'Harushi n'était pas fermée, il a voulu s'en prendre à la jeune fille. La scène de crime est examinée par la police. Le corps de la victime est caché par une couverture, et son cartable a été disposé sur sa tête. Et il y a également des affaires autour d'elle. Des traces de sang sont retrouvées dans l'ensemble de la pièce. L'oreiller, le lit, les murs, le sol et la porte. Les éléments autour d'elle ne sont pas tachés de sang, laissant entendre qu'ils ont été placés sur le lit après le décès de la jeune fille. Le livre qu'Harushi lisait la veille de la découverte de son corps est également intact. Tout ce qu'on découvre est très bizarre. On a comme l'impression que tout a été orchestré. J'ai l'impression que ce meurtre a été calculé. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Les affaires ont été disposées après le crime. C'est quand même bizarre. Par la suite, le corps d'Harushi est transporté dans un institut médico-légal afin d'être autopsié vers 8h30. Les policiers qui ont transporté le corps étaient accompagnés de plusieurs proches de la jeune fille. Dinesh Talwar, le frère de Rajesh, Umesh Sharma et un ami d'enfance font partie de cette triste expédition. Le corps est pris en charge par le docteur Sunil Dor. Harushi est morte suite à un coup reçu au front avec une arme lourde. Elle serait décédée en l'espace de 2 minutes suite à la formation d'un caillot de sang. Et ce n'est pas le seul coup qu'elle a reçu au niveau du visage. Le médecin légiste relève 2 voire 3 coups, et par la suite, elle a été sauvagement égorgée. Le décès est survenu entre minuit et 1h du matin. Si l'examen permet de déterminer qu'elle n'a pas été agressée sexuellement, on relève que les parties intimes de la victime ont été nettoyées. Vers 13h, la victime est reconduite à l'appartement familial pour les derniers rites à effectuer avant la crémation. Harushi est placée sur de gros blocs de glace dans le salon. Elle est par la suite transportée au crématorium Antim Niwas 3 heures plus tard. Le couple Talwar fait appel à une société de nettoyage afin qu'elle s'occupe de la chambre de leur fille. Celle-ci est entièrement vidée de ses meubles et les preuves effacées par la même occasion. Le matelas de la pièce ensanglanté est jeté aux ordures. Il y a une réelle volonté de tout débarrasser et de passer à autre chose. En faisant le tour des lieux, les enquêteurs s'intéressent à la porte de la terrasse. La poignée de la porte comporte une trace de paume ensanglantée. Ils font des prélèvements et tentent de l'ouvrir sans y arriver. Rajesh ne coopère pas vraiment, refusant de fournir les clés. Ici, c'est quand même incompréhensible et très louche. Ta fille vient de se faire tuer, les policiers sont là pour mener l'enquête et toi, tu les empêches de faire leur travail. Ça n'a pas vraiment de sens, à part si tu as quelque chose à cacher et à te reprocher. Le 17 mai, Nupur et Rajesh se rendent à Haridwar, une ville située à plus de 3 heures de route de Noida. Ils souhaitent y verser les cendres de leur fille. Pour info, cette ville fait partie des 7 villes saintes de l'Inde. Donc je suppose qu'elle a une certaine importance pour les croyants. Ce même jour, les policiers toujours en quête de réponse dans l'appartement des Talwar parviennent à ouvrir la porte menant à la terrasse. Une odeur terrible leur parvient. Ils font la découverte d'un corps dans un état de décomposition avancée sous un panneau. Le couple Talwar est averti et ils doivent rentrer immédiatement pour identifier le corps. Nupur va attendre dans la voiture du couple, car les cendres d'Harushi n'ont pas pu être dispersées. La mère de famille préfère rester avec l'urne en attendant le retour de son mari. Le couple envisage de refaire la route ensuite. Donc Rajesh, le père de famille, arrive enfin pour identifier le corps. Et il reconnaît le t-shirt de la personne décédée, avec une écriture New York. C'était tout simplement l'employé de maison qui avait disparu. Emraj Banjad. L'homme de 45 ans est décédé depuis peu. Les Talwar reprennent la route et dispersent les cendres d'Harushi. Compte tenu de la découverte du corps d'Emraj, la police revoit le contexte de la mort d'Harushi. Après examen du corps, on constate que l'employé de maison est mort dans la même tranche horaire que la jeune fille. Il a lui aussi reçu un coup à l'arrière du crâne. Après de plus amples expertises, on suppose que l'arme contendante est un club de golf. Wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Plus on avance, plus on découvre des choses sombres. Cette affaire, à vrai dire, pour être honnête, est un putain de bourbier. Elle est assez complexe à comprendre. Et pourquoi Emraj, l'homme de maison, va mourir ? Il y a trop de questions qu'on peut se poser à ce stade, mais on va essayer d'y répondre. Emraj a également été égorgé et s'est vidé de son sang. Le médecin légiste relève que la coupure est comme pour celle sur la gorge d'Harushi,
chirurgicale. Il a été tué puis caché sans aucune considération. La journée du 15 mai est entièrement retracée par les policiers. Nupur Talwar travaille à la clinique de 9h à 13h. Elle récupère sa fille à l'école une demi-heure plus tard avant de rentrer à la maison. Merifi arrive à la maison et attendent Vandana Talwar, l'épouse du frère de Rachesh, pour le déjeuner. Le repas se déroule normalement et Vandana quitte ensemble l'appartement. Arushi, quant à elle, reste au domicile familial. La mère de famille reprend le travail, cette fois-ci à l'hôpital Fortis de 16h30 jusqu'à 19h. Rachesh est resté une bonne partie de la journée à l'extérieur. Il donne ses cours au collège dentaire ITS de 8h45 à 15h30, puis se rend à la clinique pour l'après-midi. L'homme assure ses dernières consultations jusqu'à environ 20h30. Umesh Sharma, le chauffeur de la famille, récupère Rachesh et il est de retour à l'appartement sur le coup de 21h30. Le chauffeur a laissé son employeur devant son immeuble, le temps d'aller garer la voiture chez les parents de Nupur. Ces derniers ne sont pas très loin, à peine à une dizaine de minutes. Il refait le chemin à pied afin de remettre les clés et les affaires de Rachesh à Emraj. Celui-ci, comme à son habitude, préparait le repas de famille. Umesh voit Arushi et sa mère installés dans la salle à manger de l'appartement en attendant que le repas soit prêt. L'homme n'est pas interpellé par quoi que ce soit. En effet, il s'agit d'une scène normale entre une mère et sa fille. Avant de s'en aller, il voit Rachesh sortir de la chambre parentale. Le père de famille est heureux et il a le sourire sur son visage. Il a récupéré un colis reçu un peu plus tôt dans la journée par Emraj pour l'anniversaire d'Arushi. Rachesh a acheté un appareil photo pour la jeune fille qui aurait 14 ans d'ici 10 jours. La famille dîne ensemble avant que l'adolescente ne rejoigne sa chambre. Les parents, impatients, se rendent dans la chambre d'Arushi afin de lui offrir son cadeau d'anniversaire. La jeune fille est heureuse de son cadeau et va faire plein de photos avec ses parents. La dernière image sera immortalisée à 22h10. Nupur et Rachesh laissent ensuite leur fille tranquille. Au même moment, Emraj prépare son repas. Il est environ 22h10. L'homme n'a pas le temps de manger son dîner. Vers 23h, Rachesh demande à sa femme d'allumer le routeur internet. L'appareil se trouve dans la chambre de leur fille. Arushi est en train de lire quand sa mère passe dans la pièce. Nupur ne s'éternise pas et revient dans la chambre parentale. La mère de famille verrouille la porte de sa fille à clé, comme ils avaient l'habitude de faire tous les soirs. La pièce a un dispositif de verrouillage automatique, ce qui fait qu'une clé est nécessaire pour entrer ou sortir. Les parents d'Arushi pensent que c'est une manière de protéger leur fille. La clé est conservée dans la table de chevet de Nupur, donc dans la chambre parentale. Le téléphone fixe de l'appartement va sonner. L'appareil se trouve dans la chambre du couple Talwar et c'est Rachesh qui va répondre. C'est un appel qui provenait des États-Unis. Le père de famille prend ensuite son ordinateur portable, puis il fait des recherches sur des sites de la bourse, puis des sites liés à son métier de dentiste. Il envoie un mail via sa messagerie en ligne et il éteint son ordinateur peu après 23h41. C'est à cet horaire qu'a été repérée la dernière connexion internet de cet appareil. Peu après minuit, un ami d'Arushi, Anmol, tente de la contacter via son téléphone. Comme la jeune fille ne répond pas, Anmol fait une nouvelle tentative en passant un appel sur le téléphone fixe de l'appartement. Cet appel reste sans réponse lui aussi. Il se décide à laisser un message sur le portable d'Arushi à minuit 30. Mais le message ne semble pas passer, comme s'il y avait un problème de réseau à ce moment-là. Le routeur internet de la famille est utilisé pour la dernière fois à minuit 08. Les enquêteurs du CBI supposent que c'est le père de famille qui se trouvait en ligne. Concernant le déroulé des événements entre minuit et 6 heures, les agents n'ont que des suppositions. Nupur et Rachesh Talwar souhaitent que l'affaire soit transférée au CBI. Le CBI, en gros, c'est l'équivalent du FBI américain. Voilà, comme ça c'est un peu plus simple pour tout le monde. Donc l'affaire est transférée et cette demande sera acceptée. La nouvelle équipe en charge de l'affaire écarte le couple Talwar de la liste des suspects. Pour eux, ce sont des amis de Emraj, employés de maison également, qui auraient commis le crime. Profitant du sommeil lourd des parents, ils seraient entrés dans la chambre de la jeune fille dans l'idée de l'abuser. Arushi aurait résisté et fou de rage, ses agresseurs l'auraient frappé à l'aide d'un objet présent dans l'appartement, à savoir un club de golf. Alors qu'elle est inconsciente, elle est égorgée et décède suite à l'hémorragie. Le 23 mai, Rachesh est arrêté pour le double meurtre. Il va passer au détecteur de mensonges ainsi que sa femme. Un collègue de travail de Rachesh est également mis en état d'arrestation dans le cadre de l'enquête. Le père d'Arushi est libéré sous caution le 12 juillet après 2 mois de prison. Autant vous dire que cette affaire va prendre une ampleur énorme dans le pays.
L'Inde se passionne pour ce fait divers et ça va même virer à l'obsession. Les autorités reçoivent de nombreuses lettres de la part de citoyens prétendant savoir ce qui s'est déroulé au sein de l'appartement des Talwar. De nombreuses hypothèses ont émergé au fur et à mesure des années. Si les domestiques ont un temps été considérés comme personnes d'intérêt dans l'affaire, des alibis solides permettent de les disculper. Les soupçons se portent sur d'autres personnes. Nupur et Rachesh déménagent dans le sud de la capitale indienne dans les années qui suivent le meurtre. Ils décorent le mur avec des photos d'Arushi, et la chambre de la jeune fille est même restituée à l'identique dans une des pièces. Si le couple clame son innocence et tente de guérir de la perte de leur fille, l'enquête tend à se diriger vers lui. Le CBI est sur le point de clore les investigations en décembre 2010. Les enquêteurs sont persuadés que la personne responsable de la mort d'Arushi n'est autre que son père, Rachesh Talwar. Le couple Talwar apprend la nouvelle et ils vont mettre en place une pétition. Le CBI souhaitait clôturer l'enquête de cette manière. Et pour eux ce n'était pas possible, ils ne voulaient pas que ça s'arrête là. Leur vie est devenue un véritable enfer depuis que l'affaire a été relayée par les médias. Ils se disent innocents mais personne ne les croit et la presse est clairement contre eux. Le 25 janvier 2011, Rachesh Talwar est attaqué au couteau alors qu'il se trouve au tribunal pour déposer la pétition. L'homme reçoit des coups au visage et aux mains, sous le regard de nombreux journalistes qui n'interviennent pas. La scène est même filmée et la pétition sera par la suite rejetée. Quelques jours seulement après cet événement, le 9 février 2011, le tribunal spécial du CBI reporte les accusations sur les parents d'Arushi. Le couple se défend tant bien que mal face à ces accusations. Nupur et Rachesh remuent le système judiciaire indien, mais cela ne permet pas d'échapper au procès. La procédure débute le 11 mai 2013. L'avocat Siddharth Luthra représente le CBI. Le couple Talwar est défendu bénévolement par 3 avocats, Maître Harish Salve, Mukul Rogati et Rebecca Mamen-John. Le CBI s'appuie sur les preuves circonstancielles afin de déterminer qui est le meurtrier. Les parents d'Arushi apparaissent comme étant les principaux suspects. L'adolescente a été égorgée dans l'appartement familial, alors que ses parents dormaient dans la pièce voisine. La chambre de la jeune fille était verrouillée et il n'y avait aucune trace d'effraction. La question de la chambre d'Arushi est remise sur le tapis. La pièce a rapidement été nettoyée à la demande des Talwar, comme s'il y avait nécessité d'effacer la présence de leur fille. Le couple se défend. Selon eux, ils n'ont pas procédé sans l'accord de la police. La crémation du corps d'Arushi apparaît comme étant une étape précipitée. Selon Nupur et Rachesh, le corps était déjà en état de décomposition. Les doyens de la famille les encourageaient à procéder rapidement. Ils ne voulaient pas que le corps reste dans cet état, donc ils n'ont pas hésité une seule seconde. Ils ont fait en sorte de tout accélérer. La police, quant à elle, a rendu le corps car les expertises étaient terminées, et donc il n'y avait aucune raison d'attendre plus longtemps pour effectuer la cérémonie d'adieu. La mort d'Emraj est survenue le même jour que celui d'Arushi. L'homme n'avait pas pour habitude de disparaître, et personne ne s'est réellement lancé à sa recherche, comme il s'agissait d'une personne disparue. Les parents d'Arushi ont directement indiqué à la femme de ménage et aux enquêteurs que l'homme était responsable de la mort de leur fille. Son corps a été retrouvé le 17 mai, caché sur la terrasse, alors que les agents de police attendaient d'obtenir l'accès. Les enquêteurs se disent que c'est forcément une personne ayant accès à l'appartement des Talwar qui a pu faire le coup et dissimuler le corps sur la terrasse de l'appartement. On en revient au même fait, mais c'est quand même surprenant. La défense contre-attaque. Rien ne prouve que Nupur et Rachesh sont les meurtriers d'Arushi et Emraj. Les policiers n'ont jamais retrouvé l'arme des crimes. Ils n'ont pas retrouvé non plus des vêtements tachés du sang des victimes. Si on suppose qu'un club de golf a servi à frapper les victimes, aucune trace ADN d'Arushi et Emraj n'a été découverte sur ceux de Rachesh. Pour terminer, les traces de sang retrouvées sur la bouteille de whisky et sur la poignée de la porte de la terrasse n'ont pas pu confirmer une quelconque identité. Nupur et Rachesh n'avaient aucune raison de vouloir tuer leur fille. Cette affaire comporte plus de mystères que de réponses. Et comme je le disais, c'est un putain de bourbier. Et dans cette histoire, il est trop compliqué de condamner les parents d'Arushi. Il y avait trop peu d'éléments pour les condamner. Le 25 novembre 2013, le tribunal spécial du CBI rend son verdict. Le couple Talwar est reconnu coupable pour le double meurtre, destruction de preuves et fausses déclarations. Ils sont condamnés le lendemain à une peine de prison à perpétuité. Nupur et Rachesh revendiquent leur innocence. Pour eux, ils n'avaient rien fait. C'était impensable d'être condamnés alors qu'ils n'avaient rien fait.
Et je précise encore une fois que c'est leur version. Ici, on ne sait pas vraiment si c'est eux ou non. Le 12 octobre 2017, la Haute Cour acquitte le couple Talloire de toutes les charges. Les conclusions du CBI n'ont pas permis d'écarter un quelconque doute sur la culpabilité de Nupur et Talloire. La famille de Emraj est dévastée par cette décision. Pour eux, la culpabilité du couple Talloire ne fait aucun doute. Le CBI ne lâche pas le couple pour autant. Il conteste la décision de la Haute Cour le 8 mars 2018. Ici, j'ai pu lire que la Cour suprême était en accord avec cette demande en août de la même année. Mais je n'ai pas trouvé de nouvelles informations sur la tenue d'un autre procès. Une chose est sûre, le rôle du couple divise dans cette affaire. Je vais vous présenter les hypothèses qui ont été avancées au cours de l'enquête. On raconte qu'Arushi et Emraj entretenaient une sorte de relation. Les médias n'hésitent pas à surfer sur cette idée, faisant des représentations de la victime avec l'employé de la famille. Rachesh aurait surpris une scène entre sa fille et Emraj. Il aurait entraîné l'homme dehors avant de le tuer et caché son corps. L'idée lui serait ensuite venue de supprimer sa propre fille, peut-être pour une question d'honneur. Pour se donner du courage, il aurait bu plusieurs verres de whisky avant de se diriger vers la chambre de l'adolescente. Il aurait pris un couteau et aurait égorgé sa fille afin de cacher cette histoire. Rachesh aurait pu frapper Emraj au sein de la chambre de sa propre fille, et alors que l'homme fuyait, il aurait donné un coup à Arushi par erreur. Nupur aurait pu entendre Emraj s'écrouler et aurait voulu savoir ce qui se tramait. Voyant la scène, elle aurait préféré venir en aide à son mari plutôt que de venir en aide à sa fille et à son employé. Il y a également l'hypothèse de la tromperie. Arushi aurait découvert que son père trompait sa mère avec une collègue de travail. De peur que sa fille ne révèle tout à Nupur, Rachesh aurait décidé de la tuer pendant la nuit. Malheureusement pour lui, le père de famille aurait été surpris par Emraj. L'employé s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, comme dit l'expression. À ce moment-là, Rachesh ne souhaite pas que Emraj parle de ce qu'il a vu. Il l'entraîne sur la terrasse et vous connaissez la suite. Le pauvre homme est tué et son corps dissimulé. L'affaire est connue sous le nom du double meurtre de Noida. Un film est inspiré de l'histoire d'Arushi en 2015. Un livre écrit par un journaliste et portant le nom de l'adolescente est également publié. À ce jour, elle est toujours irrésolue, presque 16 ans après. On se retrouve enfin après l'histoire d'Arushi Talloire. Et je ne sais pas pour vous, mais elle fait partie des histoires qui me frustrent, mais tellement, parce qu'au final, on n'a que des hypothèses. On n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire, et ça, c'est vraiment frustrant. Je sais pas vous, mais moi je fais partie de ceux qui veulent savoir. Je peux pas rester dans l'ignorance, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle était jeune, elle était tranquillement en train de lire, quand un soir, comme ça, elle disparaît. Elle est morte, assassinée. Il y a bien une raison, un responsable. Qui a fait ça? Enfin, moi je fais partie de ceux qui aiment savoir. Enfin bref, comme je le disais, on n'a que des hypothèses et c'est vraiment casse-tête. Comment en une nuit, deux personnes peuvent trouver la mort sans que personne n'entende rien? Si on part sur l'hypothèse que les parents de l'adolescente sont responsables, est-ce que les voisins auraient pu percevoir quelque chose? Si c'est une personne extérieure, est-ce que les parents auraient pu se réveiller et empêcher la tuerie? Arushi a perdu la vie d'une manière atroce, au sein de sa propre chambre. Elle a été immobilisée alors qu'elle était visiblement endormie, laissant libre cours à son meurtrier d'agir. La jeune fille n'a malheureusement pas eu la possibilité de se défendre. On se demande si la jeune fille n'a pas été tuée dans le cadre d'un crime d'honneur. J'aimerais également relever qu'Emraj, dans un premier temps considéré comme le meurtrier d'Arushi, a été retrouvé mort sous un panneau, en extérieur. L'homme était au service des Talloirs depuis un certain temps maintenant, et Arushi lui faisait confiance. Il était parfois seul pendant plusieurs heures avec l'adolescente, et n'avait donc aucune raison de la tuer. Je me demande si le corps n'aurait pas été débarrassé plus tard, après le départ de la police, afin de continuer de porter le chapeau. L'homme a été assommé par derrière, et tué certainement d'une manière similaire à Arushi, au moment où il ne pouvait plus se défendre. Si les théories sont nombreuses, nous attendons toujours la vérité sur ce qui s'est réellement passé lors de cette fameuse nuit du 15 au 16 mai 2008. J'attends également vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. J'attends vos hypothèses avec impatience, qu'on puisse en débattre dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, maintenant il est temps pour moi de vous laisser. Comme d'habitude, cette semaine, prenez bien soin de vous et vos proches, c'est important. Et quant à nous, on se dit à vendredi prochain 17 h pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.